Voilà, bonjour à tous et merci à vous les courageux qui êtes dans cette salle plénière dès 9h30. J'espère que la soirée fut bonne et la nuit réparatrice. Vous allez en avoir besoin parce que le mercredi, vous le savez, c'est la grande journée, une journée très pleine du congrès traditionnellement. Énormément de choses au programme. Je vous renvoie évidemment à vos programmes papier, encore mieux à l'application qui est évidemment actualisée minute par minute. Et puis, vous savez également que vous pouvez faire vivre ce congrès toujours sur ce hashtag congrès HLM. Première plénière de la journée, on va parler du développement du logement social à l'épreuve des dynamiques métropolitaines. Ça fait déjà plusieurs décennies que le phénomène paraît inexorable, des campagnes, des petites villes qui se vident au profit de métropoles toujours plus grandes, toujours plus désirables, bien équipés avec des quartiers anciens rénovés, des périphéries plus ou moins attractives, mais qui constituent un ensemble cohérent. Seulement voilà, eh bien, cette mécanique, depuis un certain temps, semble un tout petit peu grippée, avec d'une part la hausse constante du prix du foncier, des opérations HLM qui ont du mal à trouver leur équilibre économique, la concurrence entre les organismes d'ailleurs qui fait rage, sans oublier que des élus de métropole sont parfois de plus en plus réticents à construire. Bref, eh ben, c'est la crise. Alors, le tout est maintenant de savoir si c'est une crise conjoncturelle, passagère, ou bien si c'est un phénomène de plus long terme, si c'est une crise systémique, comme on dit, pour faire un peu le malin. C'est la problématique de cette plénière dont je vais vous présenter les participants, en commençant par Stéphanie Dupuis-Lyon. Vous êtes assise au milieu, là, bougez un peu, vous êtes directrice générale de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, une administration qui relève du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. J'en profite pour vous signaler, mais vous le savez déjà, mais je vous l'annonce à vous, que Christophe Béchu conclura notre matinée aujourd'hui. Sophie Lafenêtre, directrice générale de l'établissement public foncier d'Occitanie. Francis Stéphan, directeur général de Domo France à Bordeaux. Lise Anne Lehay, à côté de vous, vous êtes directrice générale de CIS, je ne sais pas comment on dit, CISN, bon, enfin les résidences locatives de la zone Nantes-Saint-Nazaire, on va dire ça. Antoine Rousseau, à côté de vous, directeur général d'Archipel Habitat, l'office HLM intercommunal de Rennes. On attend, vous voyez, il y a un fauteuil libre, c'est pas pour moi, c'est pour Mathieu Klein, le maire de Nancy, qui est également le président de l'office HLM de la ville, qui arrive d'une minute à l'autre. Enfin, Jean-Claude Drian, heureusement, Jean-Claude Drian, vous êtes là, vous êtes bien là, à l'heure, professeur à l'école d'urbanisme de Paris. On vous a demandé d'introduire finalement nos échanges pour dresser un petit constat. Alors, 10 minutes, hein, vous allez aller au pupitre, voilà. Moi, je regarde le chrono. Pendant que vous vous installez, je vous rappelle que vous pouvez évidemment envoyer des questions, des commentaires sur le numéro de téléphone qui s'affiche toujours en bas à droite, qui va s'afficher. Ça commence par 06. Vous allez le voir. Et puis, évidemment, je me fais le relais de vos questions à cette tribune. Jean-Claude Drian. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis chargé de dire quelques mots d'introduction. J'ai 10 minutes, je vois le chronomètre là, qui défile, donc je vais essayer de m'y tenir. J'ai quelques petites diapositives. Je sais que je peux les faire bouger, mais est-ce qu'elles peuvent être affichées? Ah bah oui, les voilà. Je vais vous expliquer un truc, Jean-Claude. Vous n'êtes pas toujours obligé de vous retourner, parce qu'en fait, vous avez les écrans, oui, c'est exactement la même chose. Tout à l'heure, c'était deux choses différentes. Mais voilà. Et en attendant, alors vous voyez, vous avez réobtenu le compteur à 0. Parfait. Bref, donc bonjour à toutes et à tous. Quelques mots d'introduction, donc très, très rapide, avec beaucoup de généralité. Mais disons qu'à l'origine de cette table ronde, il y avait un constat qui est qu'après des années de très forte croissance de la production de logements, et singulièrement des logements sociaux, on assistait depuis le sommet des années 2016-2017, où il y avait un moment de sommet, un net recul du nombre des agréments de logements sociaux. Ça, c'est le nombre des agréments 2017-2021 au niveau national. Et que ce recul, il est net au niveau national, mais il est encore plus net si on regarde les métropoles. Les métropoles qui sont ici, en fait, les 19 plus gros délégataires des aides à la pierre. Voilà.
Pour lequel on voit que, par exemple, la reprise que l'on observe légèrement au niveau national en 2021, on ne la voit pas, ou très modestement, au niveau des délégataires. D'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, mais à plusieurs reprises, le président de la République a souligné le fait que s'il y avait un recul des agréments de logements sociaux, ce n'était pas la faute de l'État, c'était la faute des délégataires des aides à la pierre, qui avaient été plus timides, plus timorés que les autres. De fait, sur les 18 300, j'ai fait un calcul très précis, agréments perdus entre 2017 et 2021, presque 14 000 sont le fait de ces 19 principaux délégataires. C'est ainsi que, et c'est un petit dessin animé, vous voyez la courbe de tout à l'heure, et puis ce camembert avec en bleu la part des 19 délégataires, 2017, 18, 19, 20, 21, hop, 21, voilà, et on voit que leur part passe de 36% de l'ensemble des agréments à 28%. Donc c'est un constat qui peut apparaître comme effectivement un peu inquiétant quand on sait, sans évidemment aucune surprise, que la croissance de demande de logement social, elle continue. Là, j'en ai mis un petit échantillon des 19, il n'y en a que 8, mais où on voit qu'entre 2017 et 2021, le nombre d'agréments, de demandes de logements sociaux ne cesse de croître, mais ça, vous le savez tous. Alors, c'est un constat très général, mais je voudrais insister d'abord, en termes de constat, sur le fait que derrière ce constat, il y a des disparités très importantes. Vous voyez plein de courbes, on ne va pas les commenter, bien entendu, hein, mais vous avez là les 12 premiers et puis les 7 autres. Vous voyez qu'en fait, les courbes d'évolution du nombre d'agréments entre 2017 et 2021, je ne sais pas si je peux revenir en arrière, oui, voilà, pour les plus grosses, elles sont très différentes en fait. Derrière ce constat général d'une baisse du nombre de la production dans les métropoles, eh bien, on voit qu'on a des choses extrêmement variables. Il y a des courbes dans lesquelles, par exemple, le Covid est à peine visible, hein, 2020 est à peine visible, d'autres où il y a une reprise en 2021, d'autres pas, etc. Voilà. Donc, je pense que s'il fallait une preuve supplémentaire de la diversité des situations territoriales, même au sein d'une même catégorie globalisante, hein, les métropoles, la zone A, la zone B1, enfin, le tendu et le pas tendu, là, on a à peu près que des secteurs qu'on peut qualifier de tendus. Hein. Mais on voit qu'on a des dynamiques qui sont très différentes. C'est fini pour les diapos. Donc, je ne vous aurais pas trop assommé avec les chiffres. Mais quelques éléments d'explication qu'on peut essayer d'avancer pour cette baisse de la production. Alors, si on reprend les grands chiffres globaux, on voit bien que d'abord, on part d'une situation 2016-2017 que l'on peut qualifier d'exceptionnellement haute. Et classiquement, quand on a une période exceptionnellement haute, derrière, on a un petit morceau de détente. Ensuite, 2018, qui est l'année où commence cette baisse. C'est aussi l'année de la RLS, qui n'aura étonné personne, et donc pour lesquels on peut penser qu'un certain nombre d'anticipations d'un certain nombre d'organismes en matière d'investissement ont été plus prudentes. Et puis 2019, on entre dans la période préélectorale des élections municipales. Et puis, je ne vous commande pas 2020, qui est une année quand même tout à fait exceptionnelle. Donc, on a à la fois des faits d'un contexte économique particulier pour le monde du logement social, on a des réticences locales à l'égard de la construction neuve liées à tout le discours sur densification, bétonisation, qui a été très fort, particulièrement fort autour de la campagne des municipales de 2020. Mais bon, on peut aussi, quand même, au-delà de ces premiers facteurs d'explication, s'inquiéter un peu de voir qu'en 2021, ça ne reprend pas, ou ça reprend très faiblement. Alors, si on veut se projeter un peu vers l'avenir, en l'absence de données sur l'année 2022, mais je pense que les intervenants à la table ronde ont, eux, du fait de leurs activités, un certain nombre d'éléments qui peuvent avancer, je vais quand même évoquer quelques questions, évidemment très incomplètes, mais aussi pour dire que probablement le questionnement initial de cette table ronde qui a été conçue au printemps dernier, il est peut-être déjà dépassé, en fait. Il est déjà dépassé par un contexte très particulier, qui est le contexte conjoncturel d'abord, et puis ensuite, je pense, je finirai sur un propos plus général et probablement plus structurel.
Alors le contexte conjoncturel, c'est une conjoncture dont on ne sait pas très bien jusqu'où elle va durer, hein, mais la hausse des coûts de construction, la hausse du taux du livret A, qui impacte évidemment fortement le monde du logement social, pas de retour en arrière des politiques de l'État sur les différents prélèvements qui ont pu être faits, les différentes ponctions qui ont été faites ces dernières années, une montée des inquiétudes sur la solvabilité des locataires dans le contexte inflationniste, et puis difficulté de commercialisation des promoteurs face à la baisse de solvabilité des acquéreurs, dans un contexte dans lequel l'interdépendance entre les promoteurs et les bailleurs sociaux est de plus en plus forte avec le développement de la VFA. Je pense que ce n'est pas utile de développer ça, parce que j'imagine que tout le monde dans la salle et tout le monde autour de la table en est tout à fait conscient. Mais alors, au-delà de ces questions conjoncturelles, je pense qu'il y a un certain nombre d'indices qui sont, je pense, des indices forts qui peuvent laisser penser que aussi bien du côté des politiques nationales que du côté des politiques locales, le rapport à la construction neuve est en train d'évoluer, et pour lequel je pense qu'on peut parler. Et moi qui ai eu l'habitude pendant très longtemps de dire les politiques du logement sont marquées par une très forte inertie, par des évolutions très lentes, par de très grandes constantes, peut-être que là, on est face à un changement d'époque, ou au début d'un changement d'époque. Quatre éléments pour l'argumenter. D'abord, évidemment, le rapport politique local entre les résistances à la construction et à la densification et les exigences de sobriété foncière, qui créent quand même qui peuvent ressembler à une impasse, hein, quand on le dit comme ça aussi simplement, mais bien entendu, il faut être plus subtil. Mais on voit bien qu'en tout cas, ça donne forcément de plus en plus d'importance à toutes les formes et tous les mots sont bons à prendre: réhabilitation, rénovation, restructuration, réutilisation, transformation, récupération du bâti. Et de fait, cette impasse apparente, en tout cas, elle freine les propensions bâtisseuses. Deuxième élément de problématique principalement locale, c'est la question, dans un contexte dans lequel, dans la plupart des métropoles dont nous avons vu les noms affichés, on sort d'une période de forte production, avec des grandes opérations d'urbanisme et d'aménagement. Grandes opérations d'urbanisme et d'aménagement qui sont, dans beaucoup de métropoles, en train de se terminer. Et des ressources foncières qui, de ce fait, s'épuisent. Ces ressources des grandes opérations. Et beaucoup de métropoles en ont été marquées pendant les années 2000 et 2010. Donc les ressources foncières deviennent rares, y compris dans ces métropoles. Elles sont de plus en plus petites dimensions, elles exigent des politiques plutôt de dentelle, et surtout, beaucoup moins massives, et surtout des anticipations beaucoup plus fortes et sur de la longue durée. Ce qui peut poser la question du rôle des établissements publics fonciers. Et puis, plus largement, évidemment, la préoccupation écologique est renforcée. Et là, l'été dernier est une marque importante, hein, qui est donc renforcée dans l'opinion publique et qui, je crois, la donne climatique, la prise en compte de cette donne climatique par tous, elle devient de plus en plus obligatoire. Et là, je crois qu'on a là aussi une forme d'accélération qui contribue à ce changement d'époque et qui contribue à faire monter un argumentaire très fort sur le bilan carbone de la construction neuve, le bilan carbone de la démolition-reconstruction, la politique de l'ANRU. Hein, il suffit de voir l'un des scénarios, le principal scénario de l'ADEME dans sa logique Transition 2050, qui écrit dans son option qui est considérée comme la plus efficace pour atteindre la neutralité carbone, l'exigence, entre guillemets, d'une réduction drastique du nombre de constructions neuves. Alors, pour finir, et le chronomètre m'y incite fortement, je pense que nous sommes vraiment entrés dans ce changement d'époque sur le rapport des acteurs du logement à la construction neuve et sur les arbitrages à faire entre la production nouvelle et toutes les formes d'action sur le déjà là. Cela étant, on voit bien que les métropoles constituent des territoires où les enjeux de cette évolution sont à la fois forts, mais aussi dans un contexte d'accroissement continu de la demande. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on est entré dans cette phase d'exode urbain dont on a parlé et sur lequel les fantasmes sont d'ailleurs en train de s'éteindre. Hein. Mais donc on peut penser qu'il est sans doute difficile d'imaginer que l'action sur l'existant suffira à répondre à cette demande. Mais du coup,
Et pour finir, je crois qu'il faut sans doute renoncer aux grands slogans quantitatifs qui sont pourtant coutumiers des politiques nationales et aussi des politiques locales. On voit bien que l'objet phare des PLH, c'est combien de logements il faut construire. Enfin, on entend ça régulièrement. Je pense que ce discours-là, aujourd'hui, il est en train d'être dépassé et qu'il impose, plutôt que de parler du combien de logements il faut construire, il vaut mieux dire quel logement, pour qui et où, bien entendu. Mais ça, quand on parle du pour qui et quand on parle de quel logement, on voit bien que peut venir et que doit venir évidemment au premier rang la question du logement abordable dans toutes ses dimensions, qu'il soit locatif, social ou autre, et que ça, c'est probablement un des moyens de contribuer à un argumentaire qui va être propice à la poursuite du développement du logement social. Merci. Je vous en prie. Applaudissements pour Jean-Claude Drian. Venez vous asseoir avec nous. Vous aviez terminé, là, de toute façon. Oui, oui, bah, voyez. On va commencer avec, évidemment, on va commencer avec les bailleurs. Sophie Lafenêtre, vous disiez, vous écoutiez Jean-Claude Drian. Ça repart en 2022 ou pas du tout? Alors moi, je ne suis pas bailleur, pas encore en tout cas. Qu'est-ce que je dis? Foncier Occitanie, pardon, excusez-moi. Bon, mais gardez le micro. Gardez le micro. Ça va revenir. Quand même. En Occitanie, comment ça se passe? Sur la partie production? Oui. Sur la partie production, par rapport aux métropoles, c'est tout à fait... De toute façon, vous avez vu les graphes, hein, c'est-à-dire que c'est en chute. En tout cas, on est loin des objectifs, que ce soit sur Toulouse ou sur Montpellier, qui étaient assignés côté délégataire. Après, il y a deux situations qui sont un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur les outils côté Montpellier avec un rapprochement de l'outil d'aménagement et de la partie bailleur social de manière à produire et à relancer un peu la construction. Et côté Toulouse, là, c'est la problématique du document d'urbanisme. Mais vous expliquez comment le coup de frein, ce que disait Jean-Claude Drian, vous avez des choses à rajouter? Moi, je suis un établissement public foncier, donc je suis là pour vous dire qu'il y a du foncier, mais qu'effectivement, c'est la bonne nouvelle de la journée. En revanche, c'est plus le même foncier, c'est-à-dire qu'il va être plus complexe. Donc par rapport au coup de frein qui était souligné et que je rejoins, moi j'ai quelques compléments, c'est que en fait, vous avez deux facteurs qui vont jouer sur cette rareté, ce que vous appelez la rareté du foncier. Et moi, je maintiens, c'est pas qu'il est rare, c'est qu'il va être cher et donc plus complexe à aller chercher. C'est que déjà, c'est la fin du foncier facile. Ça veut dire que maintenant, quand on intervient sur du tissu constitué, vous avez des riverains, donc question contentieux, question qualité de vie. Vous avez des sites occupés, alors vacants quand on est sur les friches, mais ça veut dire que vous avez des coûts avant de produire quelque chose, parce qu'il faut d'abord démolir, réaménager, ou des sites occupés. Et occupés qui fonctionnent. Je pense aux zones en obsolescence, donc vous avez des gens qui sont présents. Donc tout ça, c'est plus complexe qu'avant. Et face à ça, donc, ça va automatiquement vous rallonger. C'est pour ça que je dis, il y a bien les délais, il y a des augmentations de coûts qui se voient immédiatement, et après, vous avez le rallongement des délais qui se traduiront par des augmentations de coûts. Donc pour illustrer, vous avez un phénomène sociétal, à savoir actuellement, tout est attaqué. Les documents d'urbanisme sont attaqués, les grandes procédures sont attaquées, les délibérations des collectivités sont attaquées, nos conventions foncières sont attaquées, ce qui fait que vous rallongez les délais de production et d'intervention de toute la chaîne des acteurs, donc vous augmentez les coûts. Donc à partir de là, alors on gagne, je vous rassure, c'est-à-dire qu'on sait défendre, on sait maîtriser le foncier, mais c'est plus long. Deuxième point, vous avez les modèles économiques qui sont pour le coup plus coûteux. Puisque vous avez, avant, un foncier, c'était le coefficient d'occupation des sols, qu'est-ce qu'on pouvait y mettre dessus, voilà. Maintenant, c'est quel usage potentiel on va y mettre qui permettra d'évaluer son coût. Donc automatiquement, vous avez une concurrence des usages parce que l'accès, il y en a moins de facile, donc tout le monde le veut pour du bureau, pour du logement. Et vous avez cette complexité qui automatiquement font monter les choses. Et quand on intervient sur les friches, donc foncier déjà bâti, le succès du fonds friche traduit une chose, c'est que le modèle économique ne tourne pas, puisqu'il est sous perfusion. C'est par la subvention qu'on arrive à sortir l'opération. Donc le modèle économique, il est plutôt déficitaire. Vous avez un troisième, j'en ai que 4, hein. Un troisième point, c'est qu'on a un petit hiatus sur l'ensemble des politiques publiques qui s'appliquent actuellement. Alors, je vais donner des exemples.
c'est qu'on veut beaucoup de choses. C'est-à-dire quand on va arriver sur un foncier, alors il faudra traiter la partie l'eau de chaleur, donc il faut essayer de laisser des espaces plutôt plantés, il faut répondre à différents usages, il faut, si on est un peu à proximité de choses classées, il y a la question d'intégration des questions environnementales, patrimoniales. Donc on cumule énormément de choses, et même quand on met en place des outils, alors je pense à des zones d'aménagement différées, donc il y a cette question d'arbitrage entre les politiques, mais en plus quand on arrive au moment de la fixation, vous avez des services des domaines qui vous évaluent au prix du marché actuel. Donc même en ayant mis des outils qui sont censés nous aider à réguler, ben finalement quand on va auprès des domaines, ça nous remonte les prix. Quand on va en fixation avec le juge de l'ex-pro, c'est toujours au-dessus de ce qu'on a proposé. Parce qu'il y a une anticipation sur le zonage, voilà, on est sur des choses. Ça veut dire que toute la chaîne d'évaluation qui est construite, notamment l'intérêt public, finalement, est un petit peu en difficulté par rapport ensuite au traitement administratif qu'on va avoir derrière. Et donc, là, vous avez les prix qui montent. Et puis, le dernier point, c'est qu'on est sur un changement de mode de production. Alors là, je vous rejoins, je ne vais pas paraphraser, c'est que les grandes opérations, vu que le foncier va être plus complexe, bâti, riverain, avoir des grandes emprises d'un coup comme ça, c'est de plus en plus rare. Donc on va être sur des choses avec des acquisitions, peut-être des opérations plus petites. Alors pour atteindre les objectifs, du coup, il en faut plus. Mais le foncier est plus complexe. Donc là on arrive sur quelque chose, et les recours modèle sont de production. nombreux en plus. Et alors les recours, plus vous êtes sur des petites choses, peut-être on peut le travailler différemment, mais structure plus complexe, vous allez trouver des copropriétés, des affuls, des choses comme ça. Et ce qu'on construit actuellement, c'est du foncier qui a été préparé il y a quelques années avant. Donc c'est là où on a un petit retard, mais c'est là que moi j'ai une note positive, c'est-à-dire que l'acquisition-amélioration, la réhabilitation, c'est ces choses-là qui vont permettre de produire plus rapidement. Voilà, vous achetez un immeuble, vous le réhabilitez, vous y allez. Et là, moi, quand je vois le microcosme, en tout cas de la production, en tout cas en tant qu'établissement public foncier, c'est avec les bailleurs, moi, que je travaille ça. C'est moins avec les promoteurs, parce que ce savoir-faire-là, il est recherché, il est en voie de développement. Alors, il faut avoir les moyens de le faire, mais ça va être ça qui va permettre peut-être de tenir avant qu'il y ait une vraie relance avec des fonciers préparés de long terme. Francis Stéphan, vous êtes un bailleur. Sur le terrain, vous voyez les difficultés, vous les voyez vraiment très concrètement. Est-ce que ça repart un petit peu cette année ou pas tellement? Je crois que les courbes qui ont été présentées le montrent très bien. Moi, j'interviens en région Aquitaine et en région bordelaise. Vous avez vu l'effondrement de la production sur la métropole bordelaise. Et il y a un transfert. Par contre, il y a un transfert vers les territoires ruraux. Et quand on regardait la courbe, le professeur là, nous montrait que le rythme de production sur les métropoles a chuté. Par contre, le rythme moyen est plus important. Est-ce que c'est parce que c'est un souhait de nos concitoyens? Moi, j'en suis pas tout à fait sûr. C'est un report d'opportunités. Vous savez, les bailleurs ont une logique d'opportunisme de territoire, comme tous les acteurs, tous les professionnels dans tous les métiers. Hein. Et donc aujourd'hui, le sujet que nous avons à traiter, c'est vraiment de mettre en œuvre les outils, parce que les outils existent, je crois que c'était évoqué, les outils aujourd'hui des politiques foncières existent. Un simple exemple pour illustrer, les PLU, c'est un bel outil, souvent il a été négocié pendant des années, il a été approuvé et porté par des élus, mais quand il s'agit de le mettre en œuvre, le malthusianisme de beaucoup d'élus avec lesquels nous travaillons les conduisent à quoi? Face à l'opposition des personnes les mieux logées, à dire ben, on ne va pas l'appliquer. Il y a 100 logements prévus au PLU là, dans ce secteur, on va en faire plus que 60, ça serait mieux parce que l'acceptabilité sera plus forte. Donc, à quoi servent ces outils de pilotage public si on ne les met pas en œuvre? Revoyons-les ou alors assumons-les. La question qui se pose, on sort du Covid, le quoi qu'il en coûte, c'était pas mal, hein, ça parle à beaucoup de gens dans la salle. Eh bien, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on est prêt à assumer quand on est élu local le quoi qu'il en coûte politiquement? Je pose la question. Qu'est-ce que vous voulez dire, Francis Stéphan? Vous êtes à Bordeaux. Est-ce que ces difficultés de construction, elles datent des dernières élections municipales qui ont porté à la tête de la ville un élu écologiste qui n'a pas montré toujours une énorme propension à vouloir construire? Je vais répondre sans langue de bois. Hélas, non. Parce que lorsqu'on regarde la courbe, 2 ou 3 ans avant, elle s'est inversée. C'est-à-dire que
le résultat des élections, c'est le résultat aussi d'un fondement sociologique plus profond de la société française et qu'on retrouve dans les métropoles. Et on a une gentrification des centres-villes. On a, pour autant, sur des élus d'autres couleurs politiques sur la métropole, le même comportement de refus. Donc on voit bien que ce n'est pas simplement un rejet lié à une idéologie politique, c'est beaucoup plus profond que ça. Et aujourd'hui, quand on est maire bétonneur, on est un maire battu, paraît-il. Ouais. Et donc, être maire bétonneur, c'est pas être écologiste de droite ou de gauche. C'est aussi la capacité à porter des projets, à les projeter dans la durée et à les expliquer et à les faire comprendre. Mais on est aussi co-responsable en tant qu'opérateur. Je ne mets pas tout sur le dos des élus locaux. Ça veut dire que jusqu'à il y a peu de temps, nous avions une gestion administrative des projets de construction. Permis de construire, instruction, etc. On doit de plus en plus avoir une gestion de l'acceptabilité des projets. Ça veut dire concertation, médiation, préparation, coproduction. Donc ça veut dire qu'il faut changer nos modes de faire pour créer de l'acceptabilité. Parce que c'est grave, hein. À Bordeaux, on a vu réapparaître des bidonvilles, enfin en périphérie. Alors, la bidonvillisation des métropoles, elle n'est pas à Bordeaux. Elle est dans toutes les grandes métropoles des pays occidentaux. Toutes les grandes métropoles des pays occidentaux, on voit se développer ces bidonvilles, des camps de tentes, des cabanes. C'est la favélisation en réalité qui arrive dans les pays occidentaux. C'est dramatique, ça nous interpelle. J'ai un exemple là aussi pour illustrer, des personnes en CDI qui vivent dans des camps de tentes et qui ont des enfants scolarisés. Comment c'est possible aujourd'hui? Collectivement, on doit apporter des réponses. Ce n'est pas propre à Bordeaux. Mais aujourd'hui, on a les fonciers possibles, on a les capacités à faire. Il faut que les acteurs et les politiques aient cette volonté d'aller au bout. Et nous, en tant qu'opérateurs, on peut y répondre. Lise Anne Lehay, comment est-ce que ça se passe dans votre zone d'influence, Nantes, Saint-Nazaire, je le rappelle? Alors le constat est le même. Je partage assez ce qui a été dit par les personnes qui se sont exprimées avant moi. On a les mêmes constats, c'est bloqué, on a des difficultés à produire. Alors, les raisons, c'est notamment qu'on a des difficultés à mobiliser le foncier, notamment en termes de coûts. Quand on le mobilise, quand on parvient à le mobiliser, il peut y avoir des coûts de viabilisation qui viennent s'ajouter et rendre les choses plus difficiles. De la dépollution quand on est sur des friches. On a aussi, ça ne s'améliore pas, une difficulté à équilibrer les opérations d'un point de vue économique, notamment parce que la plupart des opérations qu'on produit désormais sont des opérations dans lesquelles on introduit des innovations parce qu'on est attendu sur ce champ-là et c'est important, mais ça vient renchérir les coûts de manière importante et du coup rendre difficile le bouclage de l'opération sur le plan économique. On a des attentes sur la performance énergétique, sur l'utilisation des matériaux biosourcés, et c'est bien, mais du coup, quand c'est généralisé sur l'ensemble des opérations, encore une fois, le bouclage est compliqué. Les projets en renouvellement urbain, il y a des contraintes également, notamment de voisinage, des contraintes techniques. Ce sont souvent des projets plus petits, donc plus difficiles également à équilibrer. On observe aussi un allongement depuis quelques années de la durée des études et des chantiers, notamment parce que les projets sont plus complexes, donc ils sont plus longs à sortir. On observe, nous, que jusqu'à présent, il y a encore quelques années, on mettait 2-3 ans entre le moment où on commençait à travailler sur un projet et le moment où il sortait. On est maintenant plutôt sur des durées de 3-4 ans, donc il y a un ralentissement de la production en termes de timing. Alors c'est lié au recours notamment, hein, le recours sur les permis de construire qui se multiplie. C'est lié au marché infructueux. Aujourd'hui, c'est de plus en plus vrai. On a beaucoup de difficultés à boucler les appels d'offres, les défaillances d'entreprises. Les entreprises ont du mal à recruter. Alors paradoxalement, elles ont du mal à recruter parce qu'il n'y a pas de logement pour loger les salariés, mais finalement c'est cet effet qui fait qu'on ne peut pas produire le logement. Donc c'est un vrai. Ça c'est le serpent qui se mord la queue quand même un peu. Voilà. À cela s'ajoute, alors ça a été évoqué tout à l'heure, hein, que dans les métropoles, la production de logement social, elle est faite au travers des VFA, donc elle est faite pour une grande partie par les promoteurs. Donc je ne vais pas être très optimiste encore dans mon propos à venir, mais
la difficulté d'accès aux prêts immobiliers qui se profile va Forcément faire... avec la hausse des taux d'intérêt. C'est ça. Le risque, c'est que la production des opérations des promoteurs se ralentisse aussi compte tenu de cette difficulté d'accès aux prêts. Et puis enfin, s'ajoutent les éléments récents qu'on connaît. On est vraiment dans une conjonction de facteurs défavorables, hein, avec la gestion de la crise post-Covid et de la guerre en Ukraine, et puis de l'inflation, avec, ça a été dit, hein, l'augmentation du taux du livret A, les problèmes d'approvisionnement. On observe vraiment une augmentation des coûts de production de l'ordre de 20 à 30% sur nos opérations. Et ça, c'est vrai... je parle un peu au nom de Procivis Logement Social, dont on fait partie. C'est vrai dans les métropoles qui sont couvertes par Procivis Logement Social. Au-delà de nous plomber l'ambiance de cette conférence plénière, et plus sérieusement, ça veut dire que vous avez des questions sur la pérennité du modèle social de vos entreprises? Vous soulevez là un problème effectivement très important, parce qu'en fait, aujourd'hui, la totalité des opérations que l'on monte, elles présentent elles ne sont pas équilibrées en réalité. Donc ça pose effectivement des difficultés à long terme. C'est d'ailleurs ce qui a été relevé par la Caisse des dépôts récemment là, dans son rapport paru il y a quelques semaines. Sur le long terme, il y a une vraie problématique, c'est-à-dire il n'y a rien qui fonctionne. Donc on n'est plus en capacité ni de produire ni de réhabiliter notre parc, puisque c'est la rentabilité en quelque sorte, l'autofinancement de ces opérations qui nous permet de réhabiliter le parc et d'investir dans la construction de nouveaux logements. Donc ça veut dire qu'à terme, on n'est plus en capacité de faire ça. Toutes vos opérations ne se font pas dans la métropole nantaise. Est-ce que vous voyez une grosse différence entre ce que vous voyez en métropole et ce que vous voyez en milieu plus rural Je pense que les effets dans les secteurs, c'est ce qu'évoquait Francis Stéphane à l'instant, il y a un effet de report en fait. Donc les effets sont sans doute moins importants parce que la demande est aussi moins importante. Mais ça va venir. Mais alors, elle augmente. La demande augmente, mais en quantité, elle reste moins importante en valeur absolue que dans les métropoles. Donc il y a un effet de report, effectivement, sur les territoires situés à proximité. Tout à fait. Antoine Rousseau, comment est-ce que ça se passe à Rennes? Vous allez avoir un constat aussi grave que vos prédécesseurs à cette tribune? Alors, pour la métropole rennaise et l'intervention d'Archipel Habitat et des collègues, on l'a vu un petit peu dans la présentation qui a été faite par M. Drian, on a plutôt une tendance qui est restée relativement haute et une capacité et une certaine résilience dans la réalisation des objectifs, que ce soit du plan de cohésion sociale, que ce soit ceux du PLH. Alors, on ne va pas se mentir, c'est effectivement ces dernières années, et notamment ces 2 dernières années un peu plus compliquées de sortir des opérations. On y reviendra, je pense, sur les éléments de contexte, même s'il y a déjà beaucoup de constats qui ont été faits. Et la situation avec l'inflation qu'on connaît, effectivement, ne va pas nous faciliter les choses. D'une part, parce que le foncier sur une métropole attractive comme la métropole rennaise, effectivement, ne cesse d'être attractif pour tout le monde, tous les opérateurs. Alors on reviendra, j'espère, sur les moyens de le réguler, réguler l'intervention ou la co-intervention des bailleurs et des promoteurs. Il y a des dispositifs qui existent. Intervenir sur le foncier également via des dispositifs qui ont pu être mis en place par la métropole, mais avec des durées de portage qui se terminent, la nécessité également de prendre des relais sur des opérations qui sont devenues plus longues à sortir. Alors, avec le contexte d'inflation, quand même, je voudrais y revenir. Je dirais le renchérissement des prix de nos opérations qui tendent un peu les équilibres. Alors, pour les métropoles où l'intervention des pouvoirs publics, des délégataires des aides à la pierre, éventuellement, ne sont pas aussi puissantes que la métropole rennaise, où il y a un fort engagement politique et un fort engagement dans les équilibres d'opération. On peut comprendre que quand on a des prix des coûts de travaux qui sont passés de 1 300 € à peut-être 2 000 € aujourd'hui, hors foncier, peut-être un peu au-delà sur certaines caractéristiques d'opération, sitôt qu'on vient tutoyer des opérations innovantes ou qui agrègent tout ce qu'on voudrait voir, notamment arriver dans la maîtrise et la sobriété énergétique notamment. On voit que nos modèles, clairement, et les opérations sont susceptibles de se tendre. Et l'inflation en rajoute, puisque finalement, et on a parlé, vous avez évoqué, mes collègues ont évoqué
les multiples recours, le temps, dans un contexte d'inflation, joue encore moins en notre faveur. C'est-à-dire que chaque mois perdu dans une opération coûte beaucoup plus qu'il ne coûtait il y a 2 ans. Quand on a une inflation qui est autour de 1% ou à 5%, parfois moins d'1%, décaler d'un mois à 2 mois, c'est renoncer à des loyers pendant 1 mois, 2 mois, quelques mois après, en 24 mois. Mais là on parle clairement de renchérissement immédiat des opérations. Autre élément du constat, c'est que quand on creuse un petit peu pour savoir pourquoi les prix augmentent, c'est quand même multifactoriel aussi. Les entreprises nous répondent tantôt, et souvent d'ailleurs on cumule les réponses. On a des difficultés d'approvisionnement. Bon, ça on le connaît déjà, ça a été évoqué. On parle peut-être pas beaucoup aujourd'hui des difficultés de recrutement sur certains corps de métier qui compliquent notamment l'acte de construire sur le second œuvre. Et là, il y a certainement un fort enjeu sur la relation avec les entreprises, la formation et puis le fait de ramener des forces vives dans les métiers du BTP. Le renchérissement du foncier, on l'a largement évoqué. Je voulais quand même mettre l'accent, puisqu'on a parlé de ségrégation quand même spatiale, de gentrification, sur aussi des constats qui datent, qui ne sont pas vraiment nouveaux et sur lesquels, particularité de la métropole rennaise, c'est qu'elle a engagé le fait d'agir sur ces ségrégations spatiales et sociales déjà depuis un certain nombre d'années. Récemment, ça s'est traduit par la mise en place d'un loyer unique qui, pour une même typologie de logement, quels que soient les bailleurs, alors autre particularité rennaise, on est peu nombreux à intervenir comme bailleurs sociaux, comme bailleurs social, on est 4 ou 5. Ce loyer unique, en fait, a l'avantage d'aider à définir le besoin. Certes, un observatoire qui permet de définir le besoin là où il y a des besoins de construire, mais le loyer unique permet aussi de coller aux besoins des locataires. C'est-à-dire qu'on leur enlève ce premier choix qui est celui le plus blessant, peut-être humainement le plus difficile, c'est je renonce parce qu'à tel endroit le loyer est plus cher, y compris dans le logement social. En enlevant ça par typologie de logement, on recolle clairement au besoin d'habiter, à l'envie d'habiter, à tel ou tel endroit de la métropole. On rapproche, et ça c'est un enjeu également, je pense, environnemental, on rapproche le besoin. On n'exclut pas que des personnes aient besoin d'habiter dans le pays de Rennes, dans le grand pays de Rennes, comme on n'exclut pas que certains aient besoin d'habiter dans le centre-ville de Rennes. Quand on parle notamment de transport, ça fait sens. Quand on parle de dignité et de parcours résidentiel des locataires, ça fait sens. Donc on coche un certain nombre de cases. Et en termes d'externalités positives aussi par rapport à la crise qu'on connaît, on identifie mieux là où il y a des besoins. On parlait de construire autrement et construire là où il y a des besoins. Ben on a un indicateur avancé. C'est l'expression de la demande quand on neutralise la problématique du loyer. Un petit mot politique, hein, la même question que Francis Stéphane, parce que vous aussi, vous avez une maire qui n'a pas la réputation forcément d'être une maire bâtisseuse. Ça joue? Vous avez senti des différences ou pas? Alors, je vois pas trop la réputation de Madame le maire de Rennes, Madame la maire de Rennes, important. Madame la maire de Rennes. Ouais. Madame la maire de Rennes. Ma question vous embarrasse pas. On a une collectivité qui, à travers la métropole, à travers la ville de Rennes et à travers les villes du Péri de Rennes, et je ne ferai pas de langue de bois, est déjà et culturellement très engagée sur les politiques de l'habitat. Attendez, je vais vous arranger votre coup. Je vais vous poser la question différemment. Est-ce que aujourd'hui la volonté politique, ça fait beaucoup dans la politique de construction de logements sociaux sur une commune? Oui, assurément. Assurément, la volonté politique, l'organisation de la collectivité, l'organisation de la métropole, oui, joue beaucoup. D'aller, et on pourra peut-être parler aussi de la gouvernance, d'aller jusqu'à contractualiser avec les collectivités, d'avoir une relation triangulaire plutôt qu'une relation chaque bailleur avec l'État, chaque bailleur avec la métropole, facilite grandement les choses, aide les bailleurs, nous aide en tant qu'outil de la métropole pour ce qui concerne Archipel et autres outils d'intervention dans le logement social, à programmer, à prendre des risques et à aller sur
nos objectifs de long terme qui sont de produire du logement. Bon, message complètement passé. Stéphanie Dupuy-Lyon, je me tourne vers vous. Vous venez d'entendre finalement ces trois bailleurs qui sont en plus un peu emblématiques. On les a choisis sur la façade ouest, qui les territoires les plus attractifs, en tout cas en ce moment, du territoire national. Vous partagez forcément leur constat, vous l'entendez, mais comment est-ce que vous le voyez de votre bureau du ministère? Alors, je ne le regarde pas que de mon bureau, hein. On ne va pas être dans la caricature où il y a l'État et les fonctionnaires dans leur bureau et pas sur le terrain, parce qu'on a quand même beaucoup de collaborateurs et l'État est dans les territoires. Vous êtes sur le terrain en permanence. Voilà. Non, alors, moi, j'entends quand même déjà... Alors, le constat, il a été très bien exprimé. En plus, on avait les cartes, donc je ne vais pas revenir sur le fait que les faits sont là. On a une contribution aujourd'hui qui était précédemment significative des métropoles dans le cadre de la production de logements locatifs social, qui est fortement en retrait. Et qu'au regard même des moyennes d'agrément sur l'année dernière, l'atteinte des objectifs, elle était en moyenne à 80% pour le territoire, et elle était à 69% pour les métropoles. Donc la réalité, c'est que les métropoles sont à la traîne par rapport aux objectifs. Donc ça, c'est un constat assez partagé. Voilà. On salue l'arrivée de Mathieu Klein, dont le jet privé a eu un peu de retard. C'est pour ça que... Mais je vous laisse poursuivre. Voilà, donc ce constat, il est là. Après, le constat quand même qui avait été posé montrait un peu du contraste, entre guillemets, entre des situations de métropole. Et je dois dire que ce que j'ai entendu là était quand même un peu contrasté d'une situation vécue comme assez catastrophique et dramatique, avec des situations un peu plus nuancées, avec un peu plus d'optimisme. Et puis également, tout à l'heure, Sophie Lafenêtre a dit quelque chose qui me semble important, que je vais répéter. Elle a dit mieux que moi, mais je voulais aussi le dire, c'est qu'on ne manque pas de foncier. Donc c'était une bonne nouvelle. Donc moi, en fait, je voudrais juste dire que par rapport à ce constat et ces faits, la situation est particulière, mais pour moi, elle n'est pas catastrophique. Et par ailleurs, je pense que tout le monde parle beaucoup aujourd'hui de transition écologique et énergétique, de changements majeurs. On sort d'une crise Covid, d'une pandémie qui a sidéré la planète entière. On est dans une crise géopolitique qu'on n'avait pas vu venir. Donc si on pense que nos systèmes de production classiques, si nos modes de faire ne sont pas bouleversés, je veux dire, on est à côté de la plaque. Bien sûr que tout est bouleversé aujourd'hui. Et donc la production de logement social, elle est bouleversée. Après, moi, je suis pas pessimiste, je ne parle pas de grande rupture, mais je parle de transformation. Et nécessairement, le modèle se transforme. À côté des constats factuels qui ont été très bien explicités, on se rend compte quand même qu'il y a un rééquilibrage territorial et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de villes moyennes dont les prix de l'immobilier augmentent, ce qu'on n'avait pas connu depuis des décennies. Par ailleurs, on se rend compte que finalement, quand on regarde, on change éventuellement nos lunettes de vue et qu'on dézoome un peu et on regarde autre chose que les métropoles ou ce qu'on appelle, on se qualifie les zones tendues, en fait, il y a de la production, il y a des choses qui se passent. Donc peut-être qu'on ne regarde pas tout à fait au bon endroit ou à la bonne échelle, ou que maintenant il faut regarder un peu différemment. Et puis, par ailleurs, comme je vous l'ai dit, la transition écologique énergétique, elle est basée sur deux grands piliers. Tout le monde entend parler aujourd'hui de la sobriété. On parle de la sobriété énergétique, mais derrière la question du foncier, c'est une question de sobriété foncière. C'est une sobriété dans les matériaux, c'est une sobriété dans le recyclage. Donc, le modèle économique de la transition écologique et de la décarbonation, il est en train de changer. Donc j'attends beaucoup. Oui, mais il faut quand même construire. Enfin, oui, non, mais alors attendez, on a lancé des feuilles de route. Oui, il faut construire, mais si vous analysez la construction, les modèles économiques, la chaîne de valeur avec les anciennes formules et l'ancien monde, il y a un problème. Donc aujourd'hui, il faut changer. Il y a un problème là. Oui, donc on a lancé avec à la fois la filière du bâtiment et la filière de l'aménagement, parce que c'est avec les professionnels et l'ensemble de la chaîne de valeur, la feuille de route décarbonation, parce que ça revisite
toute l'approche économique. Donc ça, et puis, deuxièmement, oui, il va falloir continuer à produire du logement social, mais il y a deux éléments qui n'ont pas été donnés par mes prédécesseurs autour de table. C'est qu'il faut aller regarder donc, les friches, ça a été très bien dit, il y a 150 000 hectares de friches à traiter dans les 10 ans qui viennent. Il y en a, je crois, 50 000, si je ne me trompe pas, dans les métropoles. Le fonds friche est pérennisé et le projet de loi de finances qui a été présenté lundi présente donc le fonds vert, le fameux fonds pour accompagner la transition écologique des territoires et donc aider les collectivités territoriales. C'est 300 millions d'euros en 2023 pour le fonds friche. Oui, c'est un investissement énorme, mais il est nécessaire. Donc on doit recycler les friches. Et par ailleurs, il y a le bâti. Ça veut dire que ce sont des petites opérations à ce moment-là. Alors oui, mais c'est clair, le modèle des grands projets est dépassé. Il est dépassé, il n'est plus adapté. Donc on a changé de monde. Enfin, on a changé d'époque, nous disait Jean-Claude Briand. On change d'époque, donc il faut changer de modèle. Et le dernier point, c'est la question du bâti existant. Donc ce n'est pas que les friches à recycler. Nous avons, je crois, en métropole, 150 000 logements vacants. On a un enjeu de mobilisation des logements vacants pour satisfaire aussi la demande, et il faut aller sûrement chercher là-dedans. On a aussi un enjeu de transformation de bureaux en logements. Aujourd'hui, c'est 3 000, je crois, logements par an qui sont issus de cette transformation. On sait qu'on pourrait faire x10. Donc, en fait, la question ne va sûrement pas se résumer juste à un modèle de production neuve. Il faut trouver d'autres sources pour produire du logement locatif social. Mathieu Klein, merci d'être avec nous. Je vais vous faire un petit résumé rapide de ce qui a été dit avant que vous n'arriviez. On fait le constat, si vous voulez, de vrais problèmes dans les métropoles, de problèmes de construction. Les bailleurs qui sont ici nous ont exprimé plein de difficultés, parmi lesquelles, finalement, eh bien, peut-être comment dire, une moins grande appétence de la part des élus locaux à construire. Quelle est leur responsabilité, à votre avis ? Merci. D'abord, je suis vraiment désolé d'arriver avec du retard pour cet échange. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Bonjour et pardon de mon retard. J'écoutais avec attention ce que vous venez de dire. Il est évident que les années passées ont vu le niveau de construction de logements sociaux diminuer et à l'échelle de toutes les métropoles. Alors, pour des raisons parfois variées, le coût du foncier, le coût aujourd'hui, tout simplement, de façon plus contemporaine encore, de la construction, les différentes mesures qui ont été prises, qui ont contraint les opérateurs de logement social à eux-mêmes devoir parfois réviser, entre guillemets, leur plan de charge. Mais au final, en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai la conscience aiguë que le mandat qui est en cours doit être le mandat de la reprise d'une dynamique en matière de construction de logements sociaux. Et comme vous l'avez très justement dit, plus avec la mobilisation de nouveaux espaces fonciers à l'infini, clairement dans la métropole du Grand Nancy, nous ne sommes pas confrontés, nous, de façon aussi forte que dans d'autres métropoles comme à Lyon par exemple ou ailleurs, au coût du foncier. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est la rareté du foncier. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le changement de monde que vous évoquez, le changement de vision, il est à l'œuvre, parce qu'aujourd'hui, la construction de nouveaux logements sociaux, elle va se faire dans le cadre de programmes partagés avec les promoteurs privés, elle va se faire dans le cadre de la restructuration de l'habitat ancien, elle va se faire dans la mobilisation aujourd'hui, par exemple, de bureaux qui ne servent pas ou qui ne servent plus. Et il faut que dans toutes les interstices possibles aujourd'hui de l'espace public, nous puissions redonner une dynamique, parce que cette dynamique, elle est aussi essentielle pour nous, les territoires, parce que qui dit construction de logements sociaux dit renouvellement de la population. Alors certes, Nancy n'est pas Montpellier ou Nantes, donc je n'engrange pas 1 millier d'habitants nouveaux par an par le simple fait des mobilités intra-hexagonales, mais pour attirer de nouvelles familles, pour garder des jeunes actifs à la fin de leurs études, eh bien moi je dois pouvoir disposer d'un parc de logements adaptés et donc de logements sociaux adaptés à la fois en termes de coût, mais aussi en termes de taille, pas uniquement des logements pour les étudiants, mais aussi des logements pour les jeunes actifs, les familles qui s'agrandissent, qui doivent pouvoir rester en cœur de ville, parce que les bouleversements que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, notamment sur le plan énergétique, qui affectent évidemment également les bailleurs, ce sont aussi des bouleversements qui vont amener, et on le voit déjà depuis quelques années,
à un mouvement de retour. On a moins envie de dépenser beaucoup d'argent pour les mobilités, et donc on se rapproche de son lieu de travail, de son lieu de formation, alors que quelques années en arrière, c'était le mouvement inverse auquel nous avions assisté. Donc il faut pouvoir aujourd'hui retrouver une dynamique, et le fait de changer, je terminerai juste là-dessus, le fait de changer d'époque, d'avoir cette priorité absolue à la reconstruction de la ville sur elle-même, cette priorité absolue à la rénovation thermique du parc ancien, cette priorité absolue à la préservation des ressources naturelles, n'est pas l'ennemi du développement de l'offre, voire même parfois de la construction sur notre territoire. Dans le Grand Nancy, nous avons obtenu en 2021 plus d'1,5 million d'euros et en 2022 plus de 2,2 millions d'euros d'aide de l'État pour la dynamique des permis de construire. Donc il peut y avoir à la fois des objectifs de transition écologique, des objectifs de soutien à la diversification de l'offre et le fait de continuer à investir pour construire, mais oui, construire différemment. Bon, alors vous commencez déjà à répondre à la deuxième partie de cette table ronde, parce qu'on va être évidemment dans la proposition, dans qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Jean-Claude Drian, on peut peut-être commencer par faire la liste de tout ce qu'on ne doit pas faire. Tout ce qu'on ne doit pas faire, c'est pas évident. Moi, je serais presque tenté de dire un des problèmes ou dans ce qu'on ne doit pas, c'est croire à la magie. Et dans le domaine du logement, il me semble qu'on a souvent eu comme ça des croyances magiques. Alors il y en a une qui, je crois, et les échanges qui viennent d'avoir lieu le montrent assez bien, c'est la notion de choc de l'offre, hein, qui est une notion dont on voit bien qu'elle n'a pas grand sens en réalité. Hein, penser qu'en construisant beaucoup, mécaniquement par exemple, on va faire baisser les prix, on a quand même dans un certain nombre de métropoles, pour le coup, la preuve que ça ne marche pas, voire que parfois c'est le contraire. Ce n'est pas forcément la question du nombre, c'est la question de quel logement, encore une fois on revient à ça. Donc là, voilà, des politiques guidées par la notion de choc de l'offre, c'est probablement une des premières choses qu'il ne faut pas faire. Après, autour de cette question de la magie, ce n'est pas tellement les choses qu'il ne faut pas faire, c'est les choses dont on surestime l'impact quand on les prend une par une. Et là, la liste est très longue, là. C'est même plus Prévert, c'est Boris Vian, hein. C'est parce qu'on est sur des registres très très différents, hein. Le foncier de l'État, la transformation de bureaux en logement, le BRS, le BIMBI, bon, et j'en dis qu'un tout petit peu. Dont on voit que probablement, derrière chacune de ces rubriques, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire nécessaires, mais croire que magiquement, elles vont changer le monde est une illusion, notamment parce que, on le sait bien, la construction neuve, c'est fondamental, on l'a suffisamment dit. Il faut continuer à développer une offre de logement abordable, mais ce n'est pas ça qui change l'ensemble du monde, parce que ça pèse à peu près sur 1% du stock, quoi, hein, la construction neuve. L'essentiel du marché du logement, c'est le déjà là. Hein. Donc, plutôt que de croire à l'effet magique de chacune de ces options, je pense que la solution, c'est qu'il faut les faire toutes. Et évidemment, ma liste est très loin d'être complète. Bon, on va quand même essayer de tenter de trouver des solutions auprès de chacun d'entre vous. Je vous lis quelques-unes des questions qui nous sont venues. Comment accompagner les ménages vers des logements dans ces territoires moins pourvus en services? Les développements et besoins de logement des métropoles devraient associer les territoires ruraux. L'État peut-il légiférer plus fortement pour une mobilisation du fonds foncier à prix maîtrisé dans ce contexte d'inflation? Et une autre question sur faut-il plafonner le prix du foncier? Est-ce que c'est faisable? Rien n'est dit sur la démographie, c'est évidemment l'un des éléments à prendre en cause. Certes, construire est plus complexe, mais comment fait-on pour répondre à l'urgence de court terme en demande de logement? Beaucoup de questions dans la salle. Sophie Dupuy-Lyon, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors peut-être là, dans les questions, par exemple sur les éléments de démographie, c'est très important parce qu'on sait dans les études récentes que d'ici à 2050, il va y avoir en fait une baisse en fait de la population, à la fois à l'échelle française, européenne et voire mondiale. Donc en plus, on a un peu une période transitoire, voilà. Et comme on a vu que les opérations mettaient de plus en plus de temps, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on... On a quoi? On a
c'est juste 50 mauvaises années à tenir, et puis après, ça... Non, mais en tout cas, il y a un sujet quand même, quand on est dans une logique maintenant d'enjeu un peu de durabilité, hein, et à la fois de parler des générations actuelles, mais des générations futures. Et quand on fait un peu le retour en arrière, parce qu'il y a beaucoup de débats sur la consommation des espaces, le foncier, mais enfin, moi je ne crois pas qu'on a énormément consommé d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Moi, j'ose dire qu'on a quand même gaspillé beaucoup de foncier, j'ose le dire. Et je n'ai pas vu tant que ça qu'on a résolu totalement la crise du logement depuis des décennies, ni qu'on a industrialisé la France ces 50 dernières années. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, parce qu'on est sous contrainte foncière, on ne va plus arriver à produire du logement social et on ne va plus arriver à industrialiser la France. Donc là, c'est faux. Non, on accompagnera bien, c'est important. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui a été dit qui est très important, c'est qu'on est dans un monde qui change. On a vu qu'on a énormément d'acteurs. On a, pour moi, la nécessité d'avoir... Il y a un acteur clé qui est l'élu, ou son équipe en tout cas, et c'est le projet politique qui est porté. Donc très clairement, en tout cas à l'échelle des métropoles, mais à l'échelle des intercommunalités, là où il y a le pouvoir, entre guillemets, d'aménager, d'urbaniser, de construire, parce que la réalité, c'est que c'est une compétence fortement décentralisée. L'État peut accompagner, financer, réguler, apporter de l'ingénierie, rééquilibrer des choses, mais c'est pas lui qui a le pouvoir, entre guillemets, direct. Donc après, on peut évoquer pour aller vers plus de décentralisation ou moins de décentralisation. C'est peut-être un sujet. Mais en tout cas, il faut un projet politique. Après ce projet politique, il faut qu'il soit accepté et il faut qu'il soit travaillé avec un certain nombre d'acteurs. On l'a vu, les bailleurs, mais on a aussi à la fois les citoyens. On a vu tout à l'heure la question de l'acceptabilité. Moi, je ne me résigne pas, en temps là, je prends une casquette de citoyenne, à ne pas pouvoir être convaincue que la production de logements, et notamment de logement social, elle n'est pas nécessaire. Il y a sûrement il y a de la pédagogie à faire. Donc il y a aussi à réenchanter le bien-vivre, le collectif, Non, mais c'est un Attendez, sujet... moi je les entends là. Quand vous dites réenchanter le bien-vivre, formidable. On parlait tout à l'heure de beaucoup de recours. Les recours, c'est surtout des particuliers. Ça veut dire qu'il y a l'intérêt particulier et l'intérêt général. Il faut aujourd'hui, en effet, que les intérêts particuliers, la somme des intérêts particuliers, ce n'est pas l'intérêt général. Il faut redonner envie et sens à l'intérêt général. Donc l'élu qui porte un projet, une capacité à une société de se ressouder derrière des grands objectifs et des grands enjeux, et un certain nombre de partenaires. On l'a vu, c'est aussi une question professionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des défis, c'est plus compliqué, donc il faut plus d'ingénierie. On a peut-être loupé des choses. Par exemple, là, on n'a pas encore parlé, mais le rôle des architectes. Enfin, on a besoin de toutes les professions, on a besoin de tout le monde aujourd'hui pour réussir ce défi. Bien. Sophie Lafenêtre, vous entendiez Sophie Dupillon qui disait qu'on avait gaspillé beaucoup de foncier. C'est votre opinion et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors moi, je suis plus tournée vers l'avenir que vers le passé. Donc, les constats sont établis et je pense partagés sur la partie consommation foncière. C'est une façon sympa de ne pas répondre, ça. Tout à fait, mais j'apprends à votre contact. Tournez-vous vers l'avenir. Non, mais je vais aller directement à ce qui intéresse, je pense, les gens, c'est comment on fait sur le foncier, puisque en tant qu'établissement public foncier, c'est un peu ce qu'on attend de moi, je pense, aujourd'hui. Donc moi, je rappelle une chose, c'est que les établissements fonciers, donc les établissements publics fonciers, notre principale action, en tout cas notre mission première, c'est la production de logements, dont le logement social. Ce qui est très intéressant aussi, alors nous sommes organisés en réseau national, hein, d'ailleurs on a un stand avec l'EPORA et je vous conseille d'y aller, mais a priori nous travaillons bien avec les bailleurs, donc vous nous connaissez déjà. Ce qui est très intéressant, moi j'insiste aussi par rapport à tout ce qui a été dit avant de revenir sur le foncier, c'est que la gouvernance de ces établissements, elle est profondément contemporaine. C'est-à-dire on a beau être des établissements d'État, moi je sais que sur 55 administrateurs, j'en ai 4 de l'État et 51 des collectivités locales, et on est présidé par un élu local. Et donc, on colle. Donc, la première réponse, c'est qu'il faut coller à la réalité des marchés, à la réalité des territoires, à la réalité du microcosme. C'est-à-dire que quand vous avez des bailleurs qui font aussi de l'aménagement, on va travailler différemment à la maîtrise foncière, quand on a uniquement des bailleurs qui sont plutôt sur de l'opération immobilière, ou quand on n'a absolument personne dans des territoires. Moi, en Occitanie, ça va de Montpellier à la Lozère, à l'Ariège. Enfin, voilà, on travaille des choses quand même assez différentes. Donc, il nous faut cette souplesse
en tout cas d'actions qui font qu'après on invente plein de montages, hein, du démembrement, de la régulation, voilà, on sait faire tout ça, mais on s'adapte, en tout cas dans notre façon d'intervenir, vraiment au microcosme local. Et d'ailleurs, j'ai vu M. Fabre qui était dans la salle, c'est-à-dire qu'à notre conseil d'administration, nous avons les représentants de l'Union régionale. Deuxième point, les actions qui font mener, pour moi, j'en vois, nous on est là pour sécuriser l'accès au foncier, accélérer les opérations, voire les débloquer, et investir pour le futur. Alors, l'investir, on le faisait moins, parce qu'on nous demandait d'avoir, alors ça c'est le côté Bercy, d'avoir un taux de rotation des stocks qui avance. Là, on voit bien qu'il va y avoir un sujet, si on doit travailler des fonciers complexes avec des opérations d'aménagement plus longues, il faut qu'on porte plus longtemps, hein. Les 6 ans de portage, là, ça va commencer à devenir un sujet. Mais en tout cas, dans ces actions-là, il va falloir réguler. Alors les actions de régulation, ils ont été données, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui existent, hein, dans le document d'urbanisme, entre les servitudes de mixité sociale, les zones d'aménagement différées, enfin on peut faire plein de choses. Moi je passe mon temps à expliquer à quel point je passe mon temps à ne pas acheter pour faire de la régulation. Ça s'appelle la préemption à prix révisé, ça veut dire qu'on est là. Alors il faut la motiver, comme je dis, hein, on devient des experts juridiques, on sait défendre les choses, mais quand des transactions un peu hautes passent, on va préempter, on va dire j'achète, je me substitue, par contre plus bas. Et en général, les gens retirent en disant on va attendre que le PF nous oublie, mais le PF n'oublie jamais. Là, avec la collectivité, on est bien d'accord et on travaille la chose. Donc ça, c'est cette question de régulation, et ça, il va falloir qu'on y aille plus fort. Mais là, on est dépendant vraiment de la volonté des collectivités parce qu'on agit uniquement en leur nom. On ne s'auto-saisit jamais. Deuxième sujet important, c'est investir. C'est-à-dire ce qu'on faisait peut-être moins, comme je vous l'ai dit, les fonciers. On ne manque pas de foncier, il est juste beaucoup plus complexe à maîtriser et du coup beaucoup plus cher avec les questions de délai et de coûts immédiats et les délais entraînant des coûts supplémentaires. Donc il va falloir qu'on se positionne, c'est-à-dire que tous les fonciers qu'on voit actuellement, alors quand je dis foncier, c'est des biens bâtis, hein, notamment on est de plus en plus saisis. Alors on parle beaucoup des friches. Les friches, c'est super, mais à un moment, les friches, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Ça serait intéressant peut-être d'intervenir avant qu'il n'y ait plus rien. Et moi, je vois passer de plus en plus de sollicitations sur des zones d'activité en voie d'obsolescence. On se dit, bah, ça ne marche plus, le modèle. Mais alors, pour aller reconvertir ou acquérir ces choses-là, vous avez encore de l'activité, il y a encore des fonds de commerce, donc les évictions, ça coûte cher, donc ça doit se travailler différemment. De la veille, de la préemption, voilà, faut qu'on soit présent. Tout ça, ce risque-là, ça veut dire qu'on va être sur des portages beaucoup plus longs, sur un travail vraiment important de maîtrise sur du long terme et de portage. Côté établissement public, nous, on est prêt à prendre ce risque. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à mettre en place avec la métropole de Montpellier et celle de Nîmes des conventions où on est sur 18 ans. Où on sait qu'on est sur des restructurations lourdes et probablement, il faudra aller au-delà des 18 ans. Ce risque, il faut qu'on le prenne, il faut qu'on y aille, il faut qu'on porte. Et après, ma dernière note positive, et je m'éloigne un tout petit peu du foncier, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de dispositifs, Action Cœur de Ville, enfin, sur toutes les villes, hein, du maillage autour des métropoles. Et moi, je sens une... Alors, en volume, ça absorbera pas la totalité de ce qui manque, mais on sent un travail différent sur ce qui est appelé la réciprocité métropolitaine. C'est-à-dire comment on travaille avec ces territoires-là, parce qu'entre le télétravail, le fonctionnement, il faut que les emplois suivent. Là, on parle que du logement. S'il n'y a pas les emplois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on aura un petit sujet. Mais en revanche, nous, ce qu'on voit, et là, la production dans ces villes-là, et on est bien sûr du centre, grâce à ces dispositifs et à ces financements, et là, les bailleurs sont hyper efficaces. C'est-à-dire qu'on travaille essentiellement avec des bailleurs, et il y a bien cette complémentarité. Et dans cette réciprocité, dire, bah, OK, vous allez sur les villes moyennes, mais on travaille, on vous aide également à être présent, peut-être un peu plus fortement que certains promoteurs sur les métropoles et sur les centres, il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là. En tout cas... maîtriser le foncier, on saura faire. La question, c'est qu'on a un peu 10 ans de retard. Mais alors, je ne dis pas qu'on rattrapera 10 ans, mais en tout cas, on saura vous accompagner et on saura tenir la chose d'un point de vue contentieux. Antoine Rousseau. Oui, alors, sur les pistes de solutions, je dirais... bon, d'abord, elles sont de différentes natures. Certaines sont déjà engagées. Hein. Je dirais qu'on a... On a quelques références et aussi propositions à faire. D'abord, je pense que le premier levier, c'est de capitaliser d'abord sur les expériences de correction des ségrégations spatiales et sociales et les expériences de correction de la gentrification. On a dit construire partout où il y a des besoins et construire en réponse aux besoins. Ça peut être construire plus proche. Ça peut être construire plus proche des habitants, ça peut être construire du logement social, mais pas que.
que pour les bailleurs sociaux. On a évoqué le bail réel solidaire via les offices fonciers solidaires. Ça, c'est une piste, ne serait-ce que pour réalimenter, alors réenchanter le parcours résidentiel. Allez, réenchantons. Le parcours résidentiel de nos locataires et proposer aussi des solutions intermédiaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus figer la réponse, que ce soit dans le parc social ou dans l'accession libre. A fortiori, et c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister, a fortiori, quand on utilise, et il y a intérêt à le poursuivre pour produire du logement et du logement social, les servitudes de mixité sociale. Parce que concrètement, ça correspond à quoi? Ça correspond à définir, notamment dans les PLU-I, des secteurs ou des principes de coaction entre les promoteurs et les bailleurs sociaux. Pour produire quoi? Du logement social dans les opérations en VFA. On en a fortement besoin puisque les promoteurs sont bien souvent, quand même encore aujourd'hui, les premiers à se positionner sur des fonciers d'intérêt. Donc cette régulation-là, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de produire du logement social dans les opérations en VFA, elle permet de produire dans les centres-villes et pas que. A fortiori, quand il y a une politique dynamique, de se dire on ne fait pas de la VFA que dans les cœurs de métropole. Construire et continuer d'avoir une spatialisation qui utilise les différents leviers de la production, que ce soit par des zones d'aménagement, construire dans les centres-bourgs. Là, je parlais un peu donc des ségrégations spatiales et sociales. Je voudrais également qu'on parle donc de la régulation des dynamiques spéculatives. Et là-dessus, je dirais, on rejoint les enjeux de gouvernance. Et les enjeux de gouvernance à travers les programmes, enfin les plans locaux de l'habitat, avec une répartition, une régulation des productions à faire à l'échelle d'une métropole. Alors bon, ça passe, et en tout cas je suis particulièrement sensible à cette approche, c'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi de rejoindre la métropole rennaise, par une contractualisation collectivité par collectivité bien souvent. Ça n'interdit pas d'aller plus loin avec une contractualisation avec les bailleurs. Et puisque la question était posée aussi de revenir sur les territoires ruraux et les villes moyennes, ça n'interdit pas, quand on réfléchit à l'échelle d'une métropole, de se dire l'incidence de nos politiques métropolitaines ou des dispositifs non contingentés de l'État, par exemple le dispositif Pinel. Quand le dispositif Pinel est annoncé sur une zone en disant, bon, finalement, à l'échelle de la Bretagne, il y a Rennes et Saint-Malo, qui en bénéficient, on alimente la tension foncière. On peut aussi se dire que s'il y a eu peut-être à un moment donné un mauvais choix de zonage, on peut desserrer la contrainte en redistribuant à l'échelle de la Bretagne en l'occurrence, ce qui s'est fait avec le Pinel dit Pinel breton, où finalement on pouvait en faire sur Rennes et Saint-Malo, et ça a été redistribué jusqu'à Brest où il y avait des besoins. Donc adapter, ajuster, et ce sera mon dernier point, adapter, ajuster, il y a un outil qui se dessine. Aujourd'hui, dans la loi 3DS, c'est les autorités organisatrices de l'habitat. Alors, je ne suis pas là pour vous dire est-ce que la métropole rennaise va embrasser cette approche-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on se dit qu'est-ce qu'on va mettre dedans, quelles que soient les métropoles qui s'engageraient dans ce dispositif. Est-ce qu'on va mettre la coordination renforcée, je dirais, sur... en tout cas la métropole que je commence à connaître, elle est déjà un peu là. Est-ce qu'on va aller plus loin? Le sujet, c'est si oui, comment? La dernière autorité organisatrice que j'ai en référence, c'est l'autorité organisatrice des transports, qui bénéficie d'un versement transport. Est-ce qu'on va aller jusqu'à autoriser les métropoles à caler le besoin de production sur la croissance de leur territoire, la dynamique économique, l'accroissement du besoin? Je pense que dans le cadre des AOH, il faut s'en parler sérieusement. Est-ce que ça passe par une fiscalité additionnelle? Est-ce que ça passe par une adaptation du zonage? En tout cas, il y a des sujets pour aller plus loin que la coordination. Lise Anne Lehay, sur les préconisations. Alors, il y a des solutions, fort heureusement, pour être plus optimiste que tout à l'heure. Déjà, il y a une chose, on a parlé tout à l'heure de gâcher le foncier, et je crois qu'il faut aussi que nous travaillions sur le parc existant à l'optimisation de ce parc.
Alors ça passe notamment par une adéquation évidemment entre la taille des ménages et la taille du logement. Donc développer la colocation, ce sont des pistes que l'on travaille d'ores et déjà. Travailler également, maintenant que la loi nous le permet, sur l'examen de l'occupation du logement pour faire en sorte de débloquer et de faire augmenter le taux de rotation dans le parc existant, parce que le parc existant, il est quand même pourvoyeur de beaucoup de logements dans sa rotation si elle fonctionne. Donc ça, ce sont déjà les premières pistes à travailler. Sur la construction neuve, il y en a également. Alors notamment, on parlait du foncier. Je pense que sur la partie foncier, ce serait intéressant de travailler sur le fait de pouvoir réserver les fonciers simples, enfin les fonciers nus au logement social, de les flécher vraiment sur le logement social pour faciliter la sortie des opérations. On a parlé de la question de la densification et de l'acceptation des projets par les habitants. Là, je crois qu'il faut qu'on travaille de manière collective. Alors, c'est vrai pour tout, mais c'est particulièrement vrai pour ça. Les élus, l'État, les bailleurs, pour faire en sorte d'accompagner les projets auprès des riverains et les faire accepter. Parce que bien évidemment, ce sont effectivement des intérêts personnels en général, mais ils suffisent à bloquer un projet. Et puis condamner véritablement les personnes qui font des recours abusifs et qu'il y ait vraiment une action véritable sur ce sujet-là. Ça, on en parle chaque année au congrès des HLM. Ouais. C'est la 6e, moi, que j'anime, et j'ai l'impression que les choses ne bougent pas tellement, hein, soit dit en passant. Oui, voilà, je ne voulais pas vous couper au milieu de votre élan, à moins que, ça y est, le saut ait été... Non, il y a encore des pistes. Ouais. Et notamment, on a peu parlé du mode de production en construction hors site, qu'on explore également, qu'il faudrait multiplier, convaincre les architectes, les urbanistes et les élus aussi à ne pas avoir peur de ce type de construction et y travailler de manière peut-être plus importante pour accompagner des projets de ce type-là. Intégrer du logement intermédiaire dans les projets, pour nous, c'est effectivement un levier pour pouvoir sortir les opérations. Dans certains cas, assouplir les loyers maximum de zones. Ils sont souvent figés, c'est des choses que l'on garde très longtemps, permettent de pouvoir les bouger parce que le contexte évolue rapidement et donc de pouvoir réagir face à l'évolution du contexte. Un point aussi, parce l'idée c'est quand même de construire en milieu, en renouvellement urbain, donc on l'a évoqué à plusieurs reprises, donc plutôt dans des centres déjà construits. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué non plus, c'est le pouvoir des ABF, qui est à peu près... qui est énorme. L'architecte des bâtiments de France. Voilà. Et là, il y aura un intérêt, je pense aussi, à travailler ce sujet-là, parce que souvent, on est contraint à des obligations qui peuvent bloquer les projets. Enfin, c'est également un levier possible. Voilà. Eh bien, écoutez, ça fait déjà beaucoup de choses dans votre panier de suggestions. Francis Stéphan. Oui, moi je voudrais déjà apporter quelques correctifs sur ce que j'ai entendu. On a évoqué la croissance démographique, très bien, elle va baisser en 2050, sauf que la question dans un département comme la Gironde, c'est 10 000 arrivants sur la métropole par an, plus 10 000 sur le reste du département. Donc on peut me dire qu'en 2050, ça sera mieux, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui arrivent? Et puis la principale problématique, c'est pas celle-là, c'est le desserrement des familles. Aujourd'hui, j'ai besoin, pour maintenir le nombre d'habitants sur... Vous dites le desserrement des familles, c'est les divorces, quoi. Les divorces, les séparations... voilà. Non, mais parce que je voyais... Et la taille moyenne des familles est de plus en plus réduite pour un logement. Ça veut dire qu'il faut de plus en plus de logements par famille. Quoi. Et l'autre sujet, c'est le vieillissement. T'as mieux, on vieillit plus longtemps, mais on ne libère pas de logements. Et les deux, simplement sur une ville comme Bordeaux, pour maintenir le nombre d'habitants, sur 25 ans, il faut augmenter le nombre de logements de 20%. Donc ayons ça en tête. Deuxième sujet, on n'en a pas beaucoup parlé, il y a des logements vides où il faut travailler sur l'ancien. Le Airbnb sur une ville comme Bordeaux, c'est 12 000 logements. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, il y a des dispositifs, mais ils ne sont pas assez coercitifs, ils ne vont pas assez loin. Et puis, on nous dit, j'ai entendu ça tout à l'heure, changement de paradigme, décarbonation, changement d'époque, etc. Très bien.
Sauf que, on a oublié un mot dans le changement d'époque, c'est l'effet de ciseau massif entre le revenu des ménages et le prix de l'immobilier. Aujourd'hui, on a de plus en plus de ménages qui ne peuvent plus se loger décemment dans les métropoles. Et c'est quand même le premier sujet, le premier changement auquel on doit apporter une réponse. Et nous, on est payés pour ça. C'est notre métier. Et c'est là où on doit apporter une réponse. Et si on est ici au congrès HLM, c'est d'abord pour ça. Qu'est-ce qu'on fait pour les 2 millions de Français qui attendent un logement? C'est ça l'enjeu majeur. Comment on resolvabilise ces ménages? Alors on nous dit on consomme de l'espace et tout. Oui, très bien. Juste un chiffre. La forêt française, en 1985, c'était 14 millions d'hectares. En 2020, c'est 17 millions d'hectares. Je laisse ça à votre appréciation. Et c'est plus qu'au Moyen-Âge. Oui, et c'est plus qu'en 85, on a pris 3 millions d'hectares en 15 ans. Voilà, simplement, ayons quand même ça en tête. Vous n'êtes pas l'ennemi des forêts, quand même. Mais surtout en Gironde. Des arbres. Surtout en Gironde. Surtout en Gironde, en plus. Voilà. Alors, voilà. quelques projets, quelques solutions. D'abord, les SMS nous semblent importantes. Et je crois que les SMS, on devrait les rendre plus automatiques et certainement plus prégnantes. Le fonds Friche que vous avez évoqué, qui est un formidable outil pour nous pour travailler dans les cœurs de ville, c'est utile, c'est nécessaire, mais de grâce, multiplier la taille de l'enveloppe et on saura aussi l'utiliser. Et troisième sujet qui nous semble important, c'est la question du zonage. On est sur un zonage, là on rentre dans la technique, mais on est sur un zonage aujourd'hui qui est assis sur des références d'il y a 30 ans. Quand je suis, pour les techniciens en zone 3, proche du bassin d'Arcachon, ben, je ne peux pas construire. C'est une absurdité. Donc, comment cet État peut-il faire pour se réformer et être agile? En tout cas, nous, bailleurs, on nous demande d'être agiles. On aimerait que nos partenaires soient agiles et nous donnent de la souplesse pour agir. Merci. Mais non, c'est nous qui vous remercions. En plus, vous vous faites applaudir. C'est bien vu. Mathieu Klein. Moi, je voulais revenir sur la question du périmètre. J'ai entendu tout à l'heure la question posée par l'un d'entre vous ici sur la tribune, sur les métropoles ne doivent pas se regarder le nombril et doivent travailler avec leur territoire voisin. C'est l'évidence. Il faut pour ça aussi avoir des outils à la bonne taille, des bailleurs qui soient effectivement sur des périmètres qui permettent de couvrir le bassin de vie dans sa réalité, pas forcément le périmètre administratif de telle ou telle collectivité, mais réellement le bassin de vie, le bassin d'emploi, le bassin de mobilité, avoir des bailleurs qui soient calibrés sur ces niveaux-là, ce qui permet du coup de prendre en compte l'ensemble du parcours de vie d'une personne. Je crois aussi beaucoup aux opérations mixtes. Aujourd'hui, on sait bien que le foncier, lorsqu'il est intéressant, sans l'action, et je salue le travail des EPF, le Grand Nancy a une convention avec son EPF d'ailleurs sur ces sujets-là, eh bien, il est capté très rapidement par des acteurs qui peuvent avoir des tendances à la spéculation et qui derrière aussi font du logement pour investisseurs, du logement pour défiscaliser. Donc on est dans une logique de libéralisation d'un marché qui aujourd'hui a atteint ses limites. Donc il faut être en capacité de travailler avec les promoteurs pour faire en sorte que promoteurs et bailleurs sociaux soient ensemble sur des opérations. Moi, j'ai plein d'exemples en tête où des bailleurs sociaux peuvent être aussi aménageurs et travailler avec des promoteurs, ou à l'inverse, le promoteur et aménageur travaillent avec des bailleurs, la société d'aménagement est bailleur et promoteur et travaille et aménageur pardon, et travaille avec promoteur et bailleur. Il existe des dispositifs de toute nature, mais proposer aujourd'hui des opérations qui sont à la fois des opérations qui sont composées de locatif social, de locatif libre et d'accession sociale à la propriété, c'est absolument essentiel. Les offices fonciers solidaires, ils sont encore à un stade, on va dire, de balbutiant, ou en tout cas, ils n'ont pas encore une histoire suffisamment ancienne pour savoir avec certitude s'ils répondent bien à leur objectif, mais ce que je crois profondément, c'est que distinguer le coût du foncier du coût du bâti pour permettre le renforcement de l'accession à la propriété des jeunes ménages me paraît être une excellente piste. Parce que c'est aujourd'hui, y compris dans des secteurs tendus, le moyen de réenclencher le parcours résidentiel. Et puis on n'a pas dit un mot de la rénovation urbaine, je voulais en dire un mot quand même, parce qu'en termes de solutions, on en est aussi là aujourd'hui. Parce que finalement, alors ça peut apparaître comme des injonctions paradoxales, mais ça n'en est pas. On dédensifie d'un côté,
et on densifie de l'autre. Alors oui, il faut dédensifier les grands quartiers populaires, c'est ce que nous sommes en train de faire sur le territoire du Grand Nancy. Il faut donc aussi assurer un relogement sur place pour les familles qui veulent y revenir et un relogement ailleurs, parfois durable, pour les familles qui vont saisir l'occasion de la transformation du quartier pour eh bien aussi peut-être se déménager et rester dans leur nouvelle localité. Et puis, tout dernier point, c'est aussi les mouvements de la société. Je vois et je pense que c'est pareil dans d'autres métropoles, je vois l'impact, par exemple, sur le parc social du Grand Nancy de l'accueil des réfugiés ukrainiens. C'est massif, et c'est tant mieux, nous jouons notre rôle, mais nous avons mis à disposition des centaines de logements du parc social en quelques semaines, en quelques mois, pour accueillir les réfugiés ukrainiens, ce qui mécaniquement crée aujourd'hui, au moment où nous sommes dans une grande opération de renouvellement, de rénovation urbaine qui implique déjà une mobilisation d'une partie du parc pour les relogements dans le cadre du NPNRU, nous sommes aujourd'hui face, conjoncturellement, pour les deux raisons que j'évoque, à une tension de la disponibilité de l'offre qui, elle aussi, a des conséquences pour les ménages qui sont sur les listes d'attente. Donc, cela doit nous inciter à accélérer. Et donc, je veux vraiment redire que pour l'élu que je suis, et je pense pouvoir le dire au nom de beaucoup de mes collègues maires de grandes villes ou présidents de métropole, nous n'avons aucune réticence aujourd'hui, au contraire, à accompagner une nouvelle dynamique de construction, de mise sur le marché de logements sociaux. Et nous sommes parfaitement conscients du fait que oui, lorsque vous allez dans un quartier annoncer qu'une opération de construction de logement social va avoir lieu, ou même lorsque vous allez dans un quartier résidentiel tranquille, annoncer que eh bien, une partie des bureaux ne sont plus occupés par telle entreprise, vont être transformés en 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 logements, il y a une réaction individuelle de beaucoup d'habitants qui préféreraient, comme en cœur de ville, vivre comme à la campagne. Mais là, c'est vraiment à notre niveau de responsabilité d'être, j'allais dire, force de valeur, de conviction, parce que pour que la ville continue à être accueillante, bienveillante pour toutes les catégories de population, il faut du logement pour toutes et pour tous, et il faut effectivement avoir le courage de le porter. Mais si nous travaillons ensemble intelligemment, les bailleurs, les offices, les élus, et que nous savons activer tous les outils qui sont à notre disposition, et que l'État, mais ça ce sera pour la suite de vos discussions, arrête de prendre le monde du logement social pour une vache à lait, mais redonne des moyens efficaces pour faire en sorte qu'il y ait une dynamique, y compris sur le plan financier, pour pouvoir continuer à agir, eh bien on finira par y arriver. Ils vont applaudir, là, forcément. Stéphanie Dupuy-Lyon, j'ai envie évidemment de vous entendre, parce que vous avez été interpellée par votre voisin de gauche, quand même. Mais ça, c'est classique. Pour l'État, je suis interpellée des deux côtés, en fait. Ah ben oui, mais ça, vous savez, on est en France, hein, on a une relation à l'État qui est peut-être ce que je voulais juste dire en conclusion, c'est que je ne pense pas que par rapport aux défis, on y arrivera justement en s'opposant. À mon avis, on a juste besoin aujourd'hui de tout le monde, de toutes les solutions, de toutes les innovations, de toutes les dynamiques territoriales. Et je pense que les solutions ne sont pas non plus uniques. On l'a bien vu, elles sont très diversifiées, les dynamiques ne sont pas les mêmes. En Gironde, on n'a pas les mêmes besoins qu'à Nancy, on n'est pas sur les mêmes problématiques. Donc, voilà. Et après, je pense par contre peut-être qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il faut partager. Le constat, je pense qu'il est largement partagé, on l'a vu. Par contre, on va où peut-être partager l'objectif. Et si on se dit que l'objectif en matière de logement social, c'est oui, il faut arriver à produire et à construire du neuf, mais il faut aussi plus fortement faire de la mobilité dans le parc. Et il faut aussi remobiliser un certain nombre de logements existants, soit vacants, transformer des bureaux en logement. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on part sur ces trois leviers-là pour atteindre l'objectif et qu'on n'est pas juste sur une question de production
classiques neuves, peut-être qu'on s'entendra mieux. Et comme ça, après, on ne rentre pas dans des débats. Est-ce que c'est plus important les hectares de forêt, de nature ou de logement social? Enfin, je pense que là, ce débat-là, on est perdu en route. Vraiment nous dit n'importe quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'on voit bien que c'est une question d'acceptabilité. On a bien dit, aujourd'hui, il faut qu'on fasse collectif. Donc, on peut être collectif que derrière un objectif commun. Et on y va peut-être par 3 chemins. Voilà. On produit, on mobilise plus. La mobilité dans le parc est vraiment importante et aujourd'hui, elle est pas assez soutenue, elle est trop basse. Et puis, il faut aller voir d'autres leviers, la mobilisation de logements vacants, la transformation de bureaux en logements, enfin, et tout type d'autres actions. Je ne sais pas si on arrivera à vous mettre d'accord à cette tribune. De toute façon, ce n'est pas forcément l'objectif. Jean-Claude Drillon, on arrive pas loin du terme de cette plénière. Comment est-ce que vous vous sentez l'évolution des choses eu égard à ce que vous avez pu entendre? D'abord, dans ce que j'ai pu entendre, il y a quelque chose dont je suis assez content, c'est qu'il y avait un risque avec cette table ronde, c'est qu'on entre dans le procès des métropoles, le procès des élus locaux, le procès des délégataires, des aides à la... Ah, on ne fait pas de procès, nous. Et c'est pas ça qu'on a eu du tout, au contraire. Et je dirais que presque paradoxalement, puisqu'on constatait ce recul de la production et qu'on prenait ce risque de dire c'est la faute du local, je crois que quand même une des conclusions qu'on peut tirer, et ça renvoie à l'idée d'autorité organisatrice, c'est comment ne pas donner plus la main au niveau local dans des logiques qui peuvent être des logiques contractuelles, mais dans des logiques qui en tout cas donnent la possibilité de maîtriser l'ensemble du sujet. C'est-à-dire le Pinel, ce n'est pas indépendant de la production du logement social. On le voit bien avec le développement de la VFA. Donc le Pinel, ce n'est pas indépendant. Le droit au logement, ce n'est pas indépendant de la question du logement social, etc. etc. La régulation de Airbnb ou l'encadrement des loyers, c'est aussi, et ça peut aussi relever d'initiatives locales et de décisions locales. Donc le zonage, n'en parlons même pas. Mais ça, je pense que... tout le monde le sait. Mais je pense que la création des autorités organisatrices de l'habitat par la loi 3DS est un pas, qui à ce stade est un pas tout à fait symbolique. Mais maintenant, je crois que l'enjeu, et c'est un enjeu important pour le sujet qui nous intéresse, c'est de faire le pas supplémentaire, c'est-à-dire de mettre du contenu. Pour qu'à l'échelle locale, un contenu qui peut être un contenu décisionnel, qui peut être aussi un contenu contractuel avec l'État. Et dans ces conditions-là, on pourra, je pense, mieux envisager des politiques qui intègrent la construction neuve, de logements sociaux, de logements abordables au sens large encore du terme, dans le cadre global des politiques d'action sur l'existant, de réhabilitation, de rénovation énergétique, de logement des plus défavorisés, etc. etc. Mais aujourd'hui, le découpage des responsabilités constitue, me semble-t-il, un frein à la prise en charge de ces questions qui sont, on le voit bien, majeures. Qui sont évidemment majeures. Et puis on terminera en rappelant que le logement social n'est pas l'ennemi de la forêt. Applaudissements pour les 7 participants à cette table ronde.